Oui, c'est une question qui est... C'est une question pertinente. Je vais reprendre sa question. Il pose la question qu'est-ce que c'est le savoir, étant donné que moi je suis médecin de formation, ce qui est vrai. Comment est-ce que je fais pour connaître ce que je sais? Ça participe à la réponse. Alors, la première chose, c'est le fait que moi, j'utilise une intelligence qui s'appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, ou ce qu'on appelle souvent le cerveau collectif. Ça veut dire que j'apprends beaucoup plus des autres. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Moi, je dis souvent aux gens, moi, je ne lis plus les livres. C'est bizarre, n'est-ce pas? Surtout lorsque vous avez vu une publication où j'ai montré les livres que j'ai achetés en France. Mais en réalité, la plupart des livres que j'achète, c'est pour les offrir. La preuve, c'est que tous ceux qui sont en start-up, qui sont proches de moi, je leur ai offert un livre. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, pour moi, m'asseoir avec un comptable et discuter avec lui pendant 1 heure, c'est meilleur que de lire 10 livres sur la comptabilité. C'est plus efficace. Moi, je lis pour résoudre des problèmes. Je ne lis pas pour lire et bluffer les gens que j'ai lu beaucoup de livres. Ça veut dire que si je lance un projet dans lequel il faut faire du marketing, je fais le marketing, par exemple, de ce cahier, et je me rends compte que je n'arrive pas à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire un document qui parle de la difficulté que j'ai rencontrée dans le marketing de ce cahier. Donc, ça peut être dans un livre, mais je ne serais pas obligé de lire tout le livre. Je vais lire la partie qui résout le problème là. Et dès que j'aurai résolu le problème, je vais tester si ça marche, c'est terminé avec le livre là. Mais je vais le garder parce que ça peut me permettre de résoudre un autre problème un autre jour. Par contre, ce qui se passe, c'est quoi? Par exemple, un événement comme celui-ci. Je vous donne un exercice, vous partez devant, vous présentez vos projets. Ça me permet d'apprendre de votre psychologie entrepreneuriale. Ça me permet de voir quelle est l'approche que vous avez quand vous lancez des projets. Et votre approche me permet d'apprendre moi aussi. C'est pour ça que chaque fois que je fais une conférence, je fais en sorte qu'elle soit très interactive. Parce que je veux que les gens réagissent. Lui, par exemple, il a parlé de l'ananas. Moi, j'ai appris. Aujourd'hui, je peux faire une vidéo de 25 minutes sans arrêt. Où je parle seulement de l'ananas. Et je peux vous mettre au défi. Je peux faire ça demain matin sans lire un livre. Je peux me baser de l'expérience qu'on vient d'avoir sur l'ananas aujourd'hui. Je fais une vidéo de 30 minutes sans arrêt. Je parle seulement de ce qu'eux, ils parlaient. Bon, imaginez donc quelqu'un comme ça, comme moi, qui a fait déjà plus de 1000 conférences. Qui a rencontré plus de 50 000 personnes. Qui est dans une communauté start-up où il y a plus de 3000 membres. Avec une communauté comme le CNBG, le Claudel Noumisset Business Group, qui a près de 1000 membres. Avec toutes les personnes que je rencontre au quotidien, avec les voyages qu'on a eu à faire, combien de gens j'ai rencontrés, avec tous les projets qu'on a déjà lancés, dans tellement de domaines, combien d'échecs qu'on a déjà eus qui nous ont fait apprendre tellement de choses. Ce qui fait en sorte que, même de manière spontanée, il y a des connaissances que j'ai, parce que quand tu poses une question, je pense peut-être à un échec qu'on a eu, je pense à une réussite qu'on a eue, ça me permet de te donner la réponse sans avoir besoin de lire un livre. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Donc, j'ai compris que être médecin, ça ne suffit pas. Et il faut aller au-delà. Et surtout, j'ai appliqué une compétence qui s'appelle apprendre à apprendre. J'en ai même fait une formation. Parce que même pour apprendre, il y a une manière d'apprendre. C'est ce que je fais au quotidien. Par exemple, créer, développer et revendre une entreprise. Je n'ai pas lu ça dans un livre. Ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, j'ai pris un exemple pratique avec un produit que je ne connaissais même pas qu'il y a ça dans la salle. Et je peux faire ça avec n'importe quel produit. Je n'ai pas eu de présentation. Parce que je suis capable de tropicaliser ou d'adapter ma présentation avec n'importe quel cas de figure. Parce que j'évite de standardiser mon cerveau. Parce que quand on fait la présentation, c'est qu'on s'est préparé à ce qu'on va dire. Et si dans la salle, quelque chose change, on est perdu. Quelqu'un pose une question, tu dis non, ce n'est pas le thème. On va parler de ça une autre fois. Moi, quand je viens, je connais les grands principes. Donc, je viens, je te dis, bon, toi, parle-moi de ton projet en fonction de ce que tu dis. Je peux parler du thème en fonction de ce que tu as dit. Tu vois? Et ça permet donc à chaque fois d'être original. Je peux parler du même thème de 50 façons différentes.
Par exemple, cette conférence, je vais la faire à Yaoundé. Et ce sera différent de ce qu'on s'est dit ici. Totalement différent. Parce qu'en fonction du public, en fonction des produits qu'ils auront, en fonction des questions qu'ils vont poser, je ne vais pas développer la même chose. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'intelligence collective. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de faire partie d'une communauté, comme la Startup Academy, pas en étant passif. Et si vous êtes passif, pardon, ne donnez pas votre argent. Parce qu'on n'est pas seulement là pour de l'argent. Je ne veux pas vous convaincre à faire des choses qui ne vous serviront à rien. Si vous voyez que vous ne pouvez pas être dynamique dans la communauté, ne donnez pas, ne devenez pas membre. Ça ne va vous servir à rien. Par contre, si vous pensez que vous avez un projet qui a besoin d'une certaine impulsion, cette impulsion va dépendre de votre comportement aussi au sein de la Startup Academy. Là, vous pouvez devenir membre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Je ne peux pas encore confirmer maintenant. Oui. J'aimerais savoir si l'anglais vous a aidé dans votre processus entrepreneurial. Anglais, c'est-à-dire? L'anglais, en d'autres termes, c'est-à-dire, est-ce que vous avez pu lire des livres en anglais? Bon, je pense que... Je pense que quand on te dit que quelqu'un fait médecine, tu dois comprendre qu'il est obligé d'être confronté à l'anglais. Je prends un exemple. Si on avait 10 enseignants, 4 parlaient exclusivement en anglais et évaluaient en anglais. Et les cours, on notait en anglais. Dans l'anglais, oui, j'ai lu des documents en anglais. Jusqu'aujourd'hui, je continue de le faire. Je ne m'exprime pas très bien en anglais, mais je comprends très bien l'anglais. Et je lis l'anglais. Donc oui, l'anglais, forcément, oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir. J'ai une question. J'aimerais savoir, avant, nos parents, je prends l'exemple de Casu de Futso Victor et autres, je dis, eux, ils se concentraient beaucoup plus sur le produit et ils sont arrivés à un tel niveau. Comment aujourd'hui c'est si difficile de se concentrer sur le produit? On doit plutôt se concentrer sur la valeur perçue de l'entreprise. Bon, je vais dire, c'est quoi le paradoxe en fait entre les produits d'avant où en se concentrant sur le produit, on arrivait facilement à... Alors, je vais reformuler sa question pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Sa question est celle de savoir comment est-ce que nos pères, nos aïeux, comme par exemple les Kadi, les Futso, faisaient, alors qu'eux, ils se concentraient beaucoup plus sur le produit et ils ont prospéré. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous, on doit beaucoup plus se concentrer sur la valeur perçue avant de pouvoir s'en sortir? C'est sa question. Alors, moi, je vais te dire quelque chose, c'est faux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Eux, ce qu'ils faisaient et sur lequel ils investissaient le maximum de leur argent, c'est le lobbying. Sauf que le lobbying, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose qu'on n'expose pas. C'est quelque chose qu'on ne va pas dire dans un reportage ou dans un documentaire. Personne ne viendra dire dans un documentaire que j'ai rencontré tel ministre, il lui a donné 20 millions, il m'a signé un document. Personne ne va dire ça. Quelqu'un ne peut pas dire ça dans une vidéo. Il va dire que j'ai travaillé dur. Non, j'en viens. Je peux vendre les arachides. Je m'en vais rencontrer un maire. Je lui dis, pour toutes les cérémonies que la mairie organise, je veux que ce soit mes arachides qu'on propose. Le maire me signe un document. Chaque fois que la mairie organise un événement, on me donne un bon de commande de 5 millions d'arachides. C'est le lobbying. Je ne vais pas dire ça à la télévision. Le maire ne va pas faire ça gratuitement. Et je ne vais pas venir dire à la télévision que j'ai rencontré le maire et je lui ai donné 10 millions pour qu'il me signe un document afin que je livre les arachides pour toute l'année ou pendant tout son mandat. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas une information qu'on va mettre dans un document ou qu'on va raconter dans un livre ou dans une vidéo. Ça, c'est le lobbying. Il y a le lobbying politique. Tu connais un de ces pères-là, homme d'affaires, qui est dans l'opposition? Je demande seulement. Est-ce que tu connais un d'eux qui est dans un parti d'opposition et il s'affirme? Il dit que je suis de tel parti d'opposition. Tu peux citer un nom qui? C'est le lobbying aussi. Tu penses que ce qu'on fait dans le parti, ça leur plaît? Je te demande, non?
Je pense qu'ils sont contents de comment le pays avance. Mais pourquoi ils ne changent pas de parti? Pourquoi ils ne créent pas leur parti? Ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi ils ne peuvent pas créer son parti désormais Nami? Vos trucs là, on arrête ça. Tout le pays change. Je suis milliardaire, mon ami. C'est un document et il devient pauvre. Un document. Ce n'est pas 2 documents. 1. Donc on va faire un SMS au DG de la Direction Générale des Impôts. Un SMS. Dans le SMS là, on va mettre son nom. Il va recevoir le SMS là, la nuit. Il va commencer à trembler. Il va appeler son assistant, s'il te plaît, fais rapidement le document. On va calculer que la valeur de son entreprise est combien? On dit que c'est peut-être 20 milliards. On dit que le redressement, 45 milliards. Tu dois payer ça dans 6 mois. Il fait faillite. Il redevient pauvre. C'est fini avec un document. C'est pour ça qu'il est obligé d'utiliser le lobbying politique et de s'aligner. Il est obligé. Ce n'est pas un choix. Ça, c'est une autre forme de lobbying. Une autre forme de lobbying qu'il utilise, c'est la tontine. Tu peux citer un d'eux qui n'est pas dans une tontine. Si tu connais, tu donnes son nom. Qui n'est pas dans une tontine? S'il est si puissant, pourquoi il fait la tontine? Pas la cotisation du savon. Non, pas la cotisation. S'ils sont si riches, comme tu dis, non, ils sont milliardaires. Mais pourquoi il entre dans la tontine? Qui prend son argent seul, il fait ses projets seul, non? Pourquoi il fait la tontine où on cotise les 100 millions, on bouffe les 2 milliards, les 3 milliards? Il est riche, non? Pourquoi il ne part pas à la banque? Il dit, donnez-moi mon argent, il veut construire mon immeuble seul. Pourquoi il fait la tontine? Pourquoi ils vont dans les banques demander les crédits? Est-ce que tu sais que, là je peux citer un nom, est-ce que tu sais qu'un monsieur comme Congel, quand pour construire ses immeubles, il prend le crédit à la banque? Tu sais ça? Mais il est trop riche, non? Pourquoi il ne construit pas son argent? C'est la question que tu dois te poser. On dit qu'ils sont riches, non? Pourquoi il ne prend pas 2 milliards dans sa poche? Il paye construire l'immeuble seul. Pourquoi il part à la banque et dit que voilà les titres fonciers, je vais donner mon apport de tel montant, donner le reste pour l'immeuble? Tout ça, c'est le lobbying. Sauf que personne ne va dire ça dans un reportage. Nous, ce qu'on fait à la Startup Academy est trop unique. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes. Parce que nous, on a pris le risque de dire ce qu'on ne dit même pas. Quand nous, par exemple, parlons de communauté, c'est quelque chose qui, en général, est caché. Le communautarisme économique, c'est quelque chose dont on ne veut pas communiquer dessus. Pourtant, la société ne fonctionne que comme ça. Je vais te prendre un exemple. Tu vas en Bopi ici, non? Tout Mbopi est contrôlé par 3 personnes. 3 personnes qui contrôlent tout le marché Mbopi. Je ne peux pas seulement donner leur identité. Marché central de Yaoundé, c'est 2 familles qui contrôlent tout le marché de la distribution des produits électroniques, que ce soit les télés et tous les autres produits qui tournent autour de l'électronique. 2 familles. Tu vas voir peut-être 500 boutiques, non? 95% des boutiques là appartiennent à 2 familles. Donc, si tu viens ouvrir ta boutique, ils rient seulement. Il faut aller attendre, ils vont rire. Il vient ouvrir la boutique. Il va seulement faire un truc simple. Un ou 2 va venir dans la boutique, il dit que la télé c'est combien, tu donnes les prix. En fait, il vient sonder. Et combien. Il peut même acheter 2. Après, il part, il leur donne les infos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils diminuent seulement leur prix pendant 2 mois, tu fais faillite.